Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante, comme j'aime à le dire souvent. Indépendant, ça veut donc dire que c'est une chaîne pour le moment, en tout cas, qui ne fait pas partie du programme partenaire YouTube et qui existe en fait financièrement en tout cas, par vos dons, tout simplement. Donc elle existe depuis 4 ans. J'aime en reparler à chaque vidéo parce que la réalité c'est que la communauté actuellement présente, même si elle est nombreuse, je reçois pour le moment peu de dons. Et je trouve que c'est important que si jamais il y avait une vidéo qui marchait, que les nouvelles personnes, il y en a beaucoup à mon avis qui pourraient découvrir le projet, soient en fait au courant du projet. Donc c'est une chaîne qui existe depuis plus de 4 ans, que j'ai créée, que je suis seul à gérer, qui a connu beaucoup de, on va dire, de mutations, d'évolutions, qui a commencé en étant une chaîne silencieuse, qui a évolué, etc. Je ne vais pas refaire tout l'historique, mais en gros la chaîne elle a pas commencé sous ce format-là. Je tiens aussi à dire que, en tout cas pour ma part, je trouve que c'est réellement difficile de créer une chaîne, notamment quand on est un peu particulier. De mon côté, je suis autiste. Voilà, j'ai eu un diagnostic d'autisme le 15 mai dernier. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est autiste? C'est pas une façon de se plaindre ou quoi, c'est quand même à un moment donné dire en fait qu'on fonctionne différemment. Et qu'on le veuille ou non, à un moment donné, quand on va chercher un diagnostic et qu'il y a des médecins, on parle de gens qui ont fait 10 ans d'études, qui sont formés à des choses spécifiques. Donc en fait, on parle de choses qui sont incontestables. On parle pas de diagnostics qu'il faudrait vérifier après, qui seraient comme des pré-diagnostics. Là, on parle en fait vraiment de médecine, de troubles neurodéveloppementaux. Donc en fait, on parle de choses sérieuses. Et bien en fait, quand vous avez un trouble autistique, vous fonctionnez différemment. Et en fait, comme le monde n'est pas construit autour de la neuroatypicité, ou très peu, fatalement, à un moment donné, vous allez être en difficulté. Fatalement, parce que vous allez avoir de l'énergie qui va lâcher, vous aurez des problèmes en fait, divers. Ce qui fait d'ailleurs que c'est toute la différence entre être autiste par exemple et être surdoué. Vous pouvez tout à fait être surdoué, donc entre guillemets, avoir des tests 130 de QI à tous les tests, d'être haut potentiel, voire même dans certains cas très haut potentiel, et avoir aucun problème d'intégration. Parce que en fait, être surdoué, entre guillemets, ce qui veut dire quoi en fait? Ça veut dire que vous allez avoir des vitesses de traitement particulières, vous allez avoir, je sais pas moi. Mais c'est pas forcément, ça peut au contraire vous aider en fait à vous intégrer. Être neuroatypique, être dyslexique, être autiste, en fait, toutes ces choses-là, TDAH aussi, pour ceux qui, pareil, si c'est diagnostiqué avec sérieux, c'est différent. Parce que ça vous met justement dans un spectre qui a une notion d'handicap, que vous le vouliez ou non. Sinon, si c'était pas le cas, je pense que ça voudrait dire que toutes les personnes qui sont autistes sans déficience intellectuelle mentiraient. Et que tous les médecins seraient mal formés. Donc, pour moi, c'est important de le mentionner. C'est aussi pour ça que, quelque part, comme je disais, créer une chaîne, pour moi, c'est vraiment difficile. Parce que j'ai pas vraiment de méthode, que j'ai un monde qui est particulier, que j'ai un monde qui est hyper sensoriel, que du coup, j'ai fait des choses dans ma vie. Par exemple, quand j'ai enseigné à énormément de classes en art, j'arrivais à faire des choses que d'autres personnes n'arrivaient pas à faire, avec des capacités d'adaptation particulières. Et en même temps, le résultat de ça, c'est que j'ai eu un burn-out, je pense un burn-out assez grave,
C'est un burn-out assez grave finalement, vers les 35 ans, 36 ans, ouais, qui m'a amené progressivement vers un diagnostic. Donc c'est pour ça que j'aime à mentionner que dans mon cas, avoir une chaîne, non, ce n'est pas facile en fait. Parce que, en fait, d'un point de vue psychologique, gérer une chaîne, accepter que les vidéos, elles font 10 vues, 20 vues, que chaque vidéo, elles sont regardées 40 secondes, 1 minute, pas plus, que l'algorithme ne nous soutient pas, qu'on est toujours plus loin d'atteindre le programme partenaire YouTube, qu'on a 1200 heures de visionnage. Alors j'en suis responsable, hein, mais je veux dire, c'est quand même difficile. Parce que c'est prendre aussi en compte que quand on a un monde sensoriel ou une forme d'intelligence particulière, moi, des choses que demande YouTube que j'aime pas, où je me sens pas proche, où je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Et je suis aussi quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de l'intellect. Donc je suis pas quelqu'un qui est capable de faire... C'est pas que je suis pas capable, mais en fait l'envie n'est pas là. Je pourrais vous faire une vidéo de pensée sur tel cinéaste, mais l'envie n'est pas là. Parce que mon monde, il se situe pas là-dedans. C'est pour ça que dans ma personnalité, j'ai un monde qui est du côté de l'art. Mais c'est aussi pour ça que ça a mis beaucoup de temps d'arriver vers un diagnostic d'autisme. Parce que, en fait, il pouvait y avoir beaucoup de, il est juste sensible, il a juste une personnalité artistique. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, quand il y a tout qui se mêle, quand tout d'un coup vous avez des vrais symptômes physiques, que vous vous rendez compte qu'en fait, effectivement, comme beaucoup d'autres autistes, vous avez des problèmes avec les lumières, vous avez des problèmes avec... En fait, vous avez des problèmes avec beaucoup d'éléments factuels, à un moment donné, que vous le vouliez ou non, en fait, vous devez accepter à vous-même que vous avez un trouble neurodéveloppemental. Et en fait, c'est un trajet qui, faut être honnête, qui est vachement difficile. Parce que, en fait, faut à la fois, vous êtes peu aidé, faut à la fois aussi vous rendre compte que, en fait, dans ça, votre famille va vous aider, mais avec certaines limites aussi, parce qu'il va y avoir plein de risques. C'est-à-dire comment vous allez arriver à la fois à intégrer le fait que vous avez un trouble neurodéveloppemental, à comprendre que vous avez vraiment eu des choses dans votre parcours de vie qui sont reliées à ce trouble, à cette chose, donc neurologique, j'insiste, neurologique. On est dans de la médecine, on est dans des choses du cerveau là. Donc je veux dire, moi, quand j'ai des migraines de malade, des douleurs autant de malade, tout d'un coup des colères que je peux pas gérer parce qu'il y a eu tel événement sensoriel, etc. En fait, c'est pas de la blague. C'est pas genre, c'est pas du romantisme autistique, quoi. C'est sérieux et c'est douloureux. Et de ce point de vue-là, gérer une chaîne YouTube, quand vous êtes comme ça, quand vous devez faire, quand vous avez 40 000 choses à gérer chez vous, vous savez pas trop par où commencer, que vous avez eu un diagnostic d'autisme et alors que vous n'êtes même pas vraiment, accompagné sur ce diagnostic, on vous parle déjà de TDAH, donc d'un autre diagnostic à faire qui impliquerait un médicament. En fait, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Et vous devez, en plus d'avoir été la personne qui a dû vous auto-diagnostiquer quasiment, parce que moi c'est ce que j'ai dû faire, c'est-à-dire j'ai dû affronter des médecins, ma médecin traitante, tout ça, et en fait, à force, elle a dû se rendre compte que... Et après, vous rencontrez un vrai expert. Et là, vous dites peut-être enfin. Mais il n'empêche qu'après, ce vrai expert, il peut de nouveau vous mener... en fait, honnêtement, pour tout vous dire, c'est un délire. C'est un niveau de difficulté qui est hyper élevé. Et en fait, il n'y a que vous qui pouvez vous en sortir seul à un moment donné. C'est-à-dire être capable de dire non à un médecin. De dire non, en fait, là, je ne vais pas faire un nouveau diagnostic, en fait. Parce que le premier diagnostic qu'on m'a fait, on ne me l'a déjà pas expliqué. On ne me l'a déjà pas bien expliqué. Je ne comprends déjà pas ce que c'est vraiment bien, ou j'ai pas été accompagné. Et pourtant, je suis bel et bien autiste. Sans compter qu'il y a des données manquantes. Moi, dans mon cas, quid de tous mes professeurs qui ont signifié une forme d'intelligence particulière à certains moments. En fait, vous sentez qu'il y a plein de données manquantes. Et dans tout ça, c'est ça que je voulais dire, c'est que gérer une chaîne internet, c'est extrêmement difficile. Sans compter que moi, je suis convaincu que l'être humain, la société, une grande majorité, je le ressens dans le voisinage, je le ressens, je ne sais pas comment vous dire, ils n'ont pas envie de parler de la différence, les gens.
En fait, votre différence, à part si vraiment vous êtes malade psychologique, c'est pas audible souvent. On n'a pas envie de parler de ça. Les gens comprennent pas. Et donc du coup, vous devez vivre avec cette différence et souvent elle n'est pas comprise. Malheureusement, mais c'est la vérité. À part si vous avez quelque chose de grave, une maladie, un cancer, une maladie psychologique, une bipolarité, une schizophrénie, je sais quoi. Mais sinon, non. Dire que la plupart du temps, il y a des préjugés, les gens en fait savent pas ce que c'est. Ou alors en fait, ils savent pas, mais ils disent qu'ils savent par rapport aux préjugés qu'ils ont de ça en fait. Donc en fait, ils savent pas du tout ce que c'est. Et pareil, le risque aussi, c'est qu'à un moment donné, qu'il y ait des personnes qui voient en fait votre aide qu'au niveau de ce spectre-là. Genre, vous faites des créations, et toutes les créations que vous faites, elles sont plus que vues au niveau du spectre de l'autisme. Ce qui est une erreur fondamentale, parce que on sait tout à fait en fait qu'on n'est pas que autiste, quoi. En fait, c'est juste qu'en fait, l'autisme, le trouble du spectre autistique, c'est une manière d'expliquer certains types de fonctionnement qui font que c'est comme par exemple un enfant, un adolescent, un adulte qui est très fortement TDAH. Vous allez, il va s'asseoir. Moi par exemple, je pense que je suis un peu TDAH, c'est évident. Mais là, pourquoi en fait je peux pas faire cette vidéo sans faire de vaisselle? C'est parce qu'en fait ma vie elle est trop au bas niveau pour le moment. Quoi, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas le temps en fait d'être assis sur une chaise et à allouer 40 minutes pour ma chaîne à faire une vidéo sans bouger. J'ai pas le bureau pour ça adapté. C'est pas adapté en fait. Donc en fait, si je veux vraiment continuer à faire une vidéo pour la chaîne, il vaut mieux que je fasse des choses à côté. Parce que ça me permet en fait de vous proposer une vidéo, mais de faire des choses à côté. Mais c'est vrai qu'il y a des enfants, des adolescents, des adultes qui vont être puissamment TDAH et ils vont jamais pouvoir s'arrêter, ils vont jamais pouvoir rester en place, ils vont jamais pouvoir rester dans un endroit et rien faire. Et ça, à un moment donné, il y a quelque chose qui fait partie de la médecine qui a diagnostiqué, mais est-ce que pour autant ça veut dire qu'ils sont que ça? Non. Et l'autisme, c'est pareil. Ce qui est un peu plus particulier, je pense, dans l'autisme, c'est qu'en tout cas, moi, dans le diagnostic que j'ai d'autisme, que j'ai pu faire, que je suis allé chercher, c'est que moi, j'aurais tendance à penser que en fait, l'autisme, c'est vraiment quelque chose de l'être. C'est-à-dire que quand vous avez une souffrance autistique, en fait, c'est tout le temps là. C'est-à-dire que moi, dans mon cas, avant que je sache que je suis autiste, je parlais fréquemment à ma famille, à mon analyste, etc., sans qu'on m'entende, mais de dire, voilà, pourquoi je suis comme ça au passage piéton, pourquoi j'ai l'impression que tout le monde est comme ça, et que moi, je vois le monde différemment. Et j'interrogeais les gens, et en fait, on me menait vers des mauvaises pistes, des pistes psychologiques, etc. Mais au fond, moi, je parlais sur un temps très long de mais pourquoi? Pourquoi? Et ça, c'est le début d'un trajet diagnostique. Parce qu'à un moment donné, vous commencez à dire pourquoi. Vous commencez à avoir envie de comprendre. Et souvent, dans ce projet de compréhension, vous dépassez votre médecin parce que votre médecin va dire « Ah, allez, passez à autre chose. » Et en fait, vous acceptez ça, vous passez à autre chose, puis après, ça revient au travail, ailleurs. Et là, vous dites « Mais non, c'est pas possible. Il y a quelque chose, quoi. C'est pas possible. » Vous avez des spasmes, vous avez des crises, quoi, en fait. Vous voyez, vous dites « Non, mais c'est pas possible. » Et puis parfois, c'est pas que des choses négatives. Vous êtes à une réunion, une conférence littéraire ou quoi, et vous vous dites, mais pourquoi je vois tout d'un coup, je suis capable de faire une remarque qui perce le paysage? Pourquoi tout d'un coup, je suis capable de faire une remarque? Alors ça ferait un peu ce qu'on appelle anciennement Asperger, mais vous vous dites, mais pourquoi je suis le seul à être capable de faire une telle remarque? Vous vous dites, bon, à la limite, on pourrait éventuellement envisager que d'autres personnes le pensent dans la tête, mais alors, à un point tel que vous êtes le seul vraiment de toute la salle à faire une remarque de ce genre-là, qui n'est pas hors sujet. Parce que si c'était complètement hors sujet, complètement foutraque, ça poserait d'autres questions.
Mais la remarque en fait que vous allez faire, on va vous remercier. Donc ça soit sur des plans positifs, des plans négatifs, il y a quelque chose où vous dites il y a quelque chose qui coince, c'est pas possible quoi. Et ben un TND, un trouble neurodéveloppemental, une neuroatypicité, c'est une manière de fonctionner différemment en fait. Et dans certains cas, en avoir conscience, dans certains cas, moi en tout cas dans mon cas, moi c'était essentiel. Je vois pas comment je pouvais m'en sortir sans. D'un point de vue psychologique, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue... À un moment donné, je vois pas comment c'était possible. Parce que, comme disait mon médecin, si vous demandez à quelqu'un qui est handicapé, qui ne sait pas monter des marches, qui est en fauteuil roulant, et vous lui dites, bah, monte les marches, il peut pas. Bah, en fait, sur un certain plan, vous demandez à une personne autiste, à un moment donné, de dire, allez, c'est pas grave, supporte ces lumières, allez, c'est pas grave, supporte ce bruit, allez, c'est pas grave, supporte en fait toutes ces situations où vous vous sentez différent la plupart du temps. Ben, à un moment donné, ça craquera. Ça craquera sous des formes dépressives, ça craquera sous des formes diverses qui feront que ben, la personne, tout simplement, pourra plus, quoi. Une dépression va s'enclencher, il peut y avoir des choses assez graves, quoi. Et le truc, c'est que moi, dans mon cas, j'ai quand même été diagnostiqué à presque 40 ans. Vous vous rendez compte? À presque 40 ans. C'est énorme. Donc, je peux vous dire que les marques que j'ai eues sur ma propre vie, de ce diagnostic tardif, c'est-à-dire un diagnostic en fait qui a mis énormément de temps pour à un moment donné me reconnaître qu'il y a une part, on pourrait dire quelque part, qui est innocente, dont je ne suis pas coupable, qui a un handicap, qui a un trouble en fait, ben c'est énorme. À la limite, je sais pas, c'est comme si vous aviez un enfant qui aurait un syndrome de Gilles de la Tourette, et tout d'un coup, pendant toute sa vie, on lui dirait mais c'est pas possible, tais-toi. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ben, un diagnostic de Gilles de la Tourette au bout d'un moment donné, va l'innocenter. Parce qu'à un moment donné, on va dire, ben, en fait, il y a quelque chose où il peut pas faire autrement. Moi, par exemple, ça m'est arrivé que dans ma vie, on me dise, mais arrête de rêver, remets ton regard. Ben, bon, je vais pas détailler sur ça, mais vous imaginez bien que c'est très compliqué. Donc, pour toutes ces raisons, pour quelqu'un comme moi, avoir une chaîne comme ça, c'est compliqué parce que c'est aussi avoir... ben voilà, il faut accepter que... faut arriver à soutenir le fait que j'en ai besoin, il faut arriver à soutenir le fait que ça marche pas très bien. Faut arriver à soutenir le fait que en même temps, ben, c'est quand même sur un certain plan un exploit aussi, une réussite, parce que avoir une chaîne avec plus de 1000 abonnés comme ça, ben, vous voyez comment est mon projet, quoi. C'est quand même, je trouve que c'est pas rien. J'ai pas, comme vous, j'ai pas bénéficié de trucs particuliers, de traitement de faveur, j'ai pas eu de pub. Franchement, j'ai jamais eu un truc qui m'a donné 50 abonnés d'un coup, jamais. Donc c'est vraiment, j'imagine comme vous, que si vous avez des chaînes, mais vraiment, c'est la volonté, quoi. C'est de la volonté, c'est... Donc voilà. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait moins de vidéos aussi, ce temps-ci, un peu parler, parce que voilà, j'ai traversé des moments difficiles et que je savais que c'est important pour moi de gérer mes espaces. C'est important pour moi de gérer ma temporalité, de faire attention à beaucoup de paramètres. J'ai dû aussi arriver à gérer des choses que j'ai trouvées très dures. Faire mon dossier MDPH, franchement, je sais pas trop quoi attendre de ça. Une RQTH, mais quelque chose qui me permettrait, je sais pas, si je postule à un moment donné un jour, moi j'en sais rien, un magasin de jeux vidéo, si vous avez une RQTH, vous pouvez dire à l'employeur, voilà, je fonctionne différemment. Et en même temps, comme je vous dis, vous n'êtes pas que votre autisme. Donc voilà, mais ce qui est certain, c'est que les choses peuvent pas être déliées. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans ma production artistique, au fond, on ne sait pas, mais c'est comme David Lynch. Moi, David Lynch, je pense qu'il y a des grandes chances qu'il était neuroatypique. Mais même si on avait su qu'il était neuroatypique, on se serait peut-être dit, ah ben voilà, mais en même temps, il n'est pas que ça, quoi. Mais en même temps, il ne peut pas se délier de ça. Et moi très clairement, c'est ça être neuroatypique. Se dire qu'être neurotypique, c'est... Vous avez quand même une forme d'effort. Vous voyez, comme peut-être Miyazaki.
Être neuroatypique, il y a quelque chose qui est tout le temps en vous. Vous voyez, je pense que David Lynch, c'était tout le temps en lui. Après, il y a d'autres catégories, on pourrait pas trop savoir, je sais pas. Stanley Kubrick, ça pourrait être un neuroatypique. Et en même temps, ça pourrait être aussi une sorte de neurotypique, mais avec un QI complètement hallucinant. Qui fait qu'en fait, il deviendrait presque un peu neuroatypique par ça, quoi. Mais après, voilà, de toute façon, c'est des diagnostics. C'est relié à la souffrance. Il y a des neuroatypiques qui s'ignorent parce que, en fait, il n'y a pas eu des souffrances d'un tel niveau que. C'est la souffrance souvent qui va guider en fait votre diagnostic. C'est ça. Donc il n'y a pas d'obligation à faire des diagnostics, quoi. Moi je dirais plutôt le but c'est de faire des diagnostics si vous en souffrez. Moi vous voyez le diagnostic de TDAH, tout ça, pour le moment bof parce qu'en fait j'ai pas envie d'avoir ce qu'ils appellent un médicament qui s'appelle la Ritaline, tout ça en fait. Pour moi c'est très important à mon sens, dans le monde médical, c'est qu'il faut d'abord comprendre. Il faut toujours penser qu'il faut comprendre plutôt que comment dire ça, plonger en fait dans les diagnostics. Voilà, c'est d'abord l'être d'abord. Et après, moi par exemple, mon diagnostic d'autisme, c'était pas une fantaisie, c'était pas une envie d'avoir un traitement que je n'ai pas, c'était vraiment comprendre. Voilà. Et après, voilà, ça peut décider, mais il y a aussi parfois certaines pratiques médicales où c'est diagnostic sur diagnostic, quoi. Et ça, je pense que c'est dangereux. Parce qu'en fait, les gens sont diagnostiqués, puis j'ai envie de dire, et puis quoi? Qu'est-ce qui suit ça? Faut faire attention, quoi. Moi, je sais pas, je vous conseille en tout cas de faire attention. C'est très très difficile, hein, mais autant que vous pouvez, si vous êtes neuroatypique, de prendre en charge la question de l'être. Et la question de l'être, souvent, il n'y a que le sujet concerné qui peut prendre en charge cette question. Savoir quel type de médecin il a besoin, comment chercher du travail. Par contre, à un moment donné, je le redis, genre, vous êtes obligé en fait de reconnaître à vous-même que vous fonctionnez différemment. Vous avez comme pas le choix en fait. Et c'est ça, faire un dossier MDPH. C'est violent parce que c'est un dossier en fait, alors les gens qui sont, faut le dire, hein, qui sont mauvaise langue, voire des gens qui en fait sont neuroatypiques et qui veulent pas le reconnaître, ils vont être en mode ah, tu fais tel dossier pour avoir telle aide. Alors déjà c'est faux parce que la plupart du temps on n'a pas d'aide. On a au mieux une RQTH, comme je vous disais, ce qu'on appelle les AH, c'est vraiment réservé à des gens qui ont souvent des choses, mais c'est pas très bien fait parce que la réalité c'est que c'est depuis pas très longtemps que les gens qui ont des AH, et tant mieux pour eux, c'est déconjugalisé. Mais la réalité c'est que moi j'ai appelé récemment la CAF, je leur disais quand même ça serait bien que par exemple la prime d'activité, quand on a un handicap, elle puisse ne pas être liée au revenu de la personne avec qui on vit. Parce que je trouve que en fait c'est une sorte de fierté. Et la réalité c'est que vous pouvez être dans une situation avec un handicap réel, diagnostiqué par un médecin expert, et ne pas pouvoir avoir de RSA parce que vous vivez avec votre copine, et donc du coup ils font le mélange des deux revenus, que vous ne pouvez pas avoir de prime d'activité parce qu'ils font le mélange des deux revenus, et qu'en même temps vous n'aurez pas de AH parce que la commission a décidé que voilà, vous n'avez pas un handicap suffisant. Et donc du coup vous vous retrouvez en fait avec des choses qui sont réelles, des difficultés qui sont réelles, et vous n'avez pas une aide adaptée. Alors que vous, au départ, vous ne demandez pas des milliers et des cents, mais ne serait-ce qu'une prime d'activité, où tout d'un coup vous avez 100 € de prime d'activité, je trouve que c'est un soutien psychologique. C'est le fait parfois d'avoir rien, je trouve, qui est un peu limite. Et les personnes qui tiennent des discours en mode « ouais, ces gens-là, ils veulent pas travailler », je le dis, c'est des idiots. Ils n'y connaissent pas grand-chose et ils savent pas, soit ils sont pas du tout neuroatypiques, soit ils le sont et ils se font du mal et ils veulent pas le reconnaître. Mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, il y a des réalités médicales. Qu'on le veuille ou non, en fait, qu'on le veuille ou non. Mais bon, moi, toute cette pensée, elle rejoint, voilà, hein, la pensée, je veux dire, je suis de gauche. J'ai posté beaucoup de vidéos à l'époque
par rapport à Mélenchon, même s'il a des défauts, je dis pas, mais je veux dire, je m'étais engagé par rapport au nouveau Front Populaire, parce que moi je trouve que justement, dans un monde plus équilibré, ça serait quand même un monde qui penserait aussi ces questions-là, et qui penserait à la dignité humaine, qui ferait qu'on arrêterait en fait de rendre le monde trop difficile pour certaines personnes, qui pourtant ont des qualités. Et je crois que voilà, c'est important de le dire. Moi, hier, j'ai revu le film Gilbert Grape et je me faisais la réflexion que la réalité, c'est que Johnny Depp, s'il n'avait pas eu Nicolas Cage pour le mener vers des auditions, le monde n'aurait pas bénéficié de sa présence d'être au monde et il aurait peut-être continué de vendre des stylos à plumes. Et je trouve que c'est gâchis. Voilà. Donc, tout ce que je pouvais vous dire, c'est que voilà, créer une chaîne, c'est difficile. Être autiste, c'est pas simple. Et en même temps, je continue d'essayer de vous proposer du contenu. Vous pouvez continuer d'essayer de soutenir ce projet chaque mois de manière régulière. J'en profite beaucoup pour remercier Patrick. Je suis désolé Patrick, je te cite. C'est un donateur régulier et merci infiniment. Ça m'a permis récemment, en fait, tous ces petits dons, de pouvoir m'acheter 2 petits jeux de manière sereine, en me disant pas est-ce que je peux pas. Et j'ai acheté donc le jeu Lake parce que j'avais vraiment trop envie en fait depuis longtemps d'y jouer dans la version définitive. J'avais fait la démo et en fait ce qu'il faut savoir c'est que Culture Plane, c'est une chaîne qui a été lancée au départ avec Euro Truck Simulator quasi. Avec l'idée en fait c'est à la fin de mon contrat. Et c'est marrant parce que ça se relie un peu à l'autisme, j'avais vraiment besoin de retrouver le sensoriel je pense. Et en fait je me suis mis à créer cette chaîne. Et au-delà des émotions que j'avais d'avoir ma chaîne, j'avais eu aussi l'émotion d'avoir Euro Truck Simulator. Je me suis commandé un volant, tout. Et c'était des émotions assez grandes, quoi. Franchement, si vous allez dans vidéos les plus anciennes, il y a des vidéos de cette époque-là. Et Lake, c'était un jeu que j'avais envie de jouer, un jeu un peu sensoriel, un peu canadien. Dans mon esprit, en tout cas. Et en fait, on est livreuse. Et du coup, il y a toute une partie conduite. Et voilà, ça, ce jeu-là, je l'ai acheté par un don. Voilà. Et l'autre jeu, il a vraiment coûté rien. C'est Virginia. J'ai pas beaucoup joué encore. Mais pareil. Et c'est 2 jeux pour moi qui sont reliés un peu par la question des sensations. Et Culture Plane, c'est vraiment une chaîne pour moi qui est dans ce sens-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, moi, quand je discute avec des personnes, il y a vraiment des personnes avec qui je me sens proche, dans mes proches, puis d'autres à qui je peux parler régulièrement, mais il y a toujours une différence, quelque chose où je sens que je suis différent, en fait. Et je continue de parler, mais je sens que je suis différent. Et donc, du coup, c'est comme les jeux vidéo, c'est qu'il y a des jeux où je suis content de jouer, puis je sens une différence. Puis il y a des jeux où je suis content de jouer et je la sens moins, cette différence. Je suis surtout content d'y jouer. Et souvent, c'est des jeux sensibles, en fait. Voilà. Donc voilà, je vous proposais ça sur la chaîne. Et comme je l'ai mis dans le titre de cette vidéo, je me suis rappelé tout à l'heure, je me suis dit, c'est pas vrai, t'as rêvé de Stanley Kubrick. En fait, je n'ai jamais rêvé de toute ma vie de Stanley Kubrick. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que quand j'ai pris mon petit carnet là, je me suis rendu compte que dans ce petit carnet, il y avait des écrits où j'avais mis j'ai revu Orange Mécanique de Stanley Kubrick, tout ça. Et bref, j'ai rêvé de Kubrick. J'étais manifestement comme dans une sorte de sa maison imaginaire. Et en fait, je le suivais accompagné, je crois, d'autres personnes dans des pièces. Et en fait, ce qui m'impressionnait dans le rêve, c'est que j'avais l'impression que Kubrick, contrairement à ce que moi je vous disais, on le suivait et en fait, il avait vraiment l'esprit où il savait où il voulait aller et il n'avait pas de temps à certaines choses en fait. Voilà. Et il disait suivez-moi et il y avait des choses dont il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps de certaines choses, quoi. Et c'est marrant, je trouve, d'avoir rêvé de ça, c'est-à-dire d'avoir rêvé. C'était bien son physique, avec ses cheveux, avec tout ça. Même au niveau corps, côté un peu, même peut-être un peu trapu, quoi. Et on le suivait comme ça.
un peu dans son cerveau, un peu comme Inception, vous voyez. Et son appartement, sa maison était très bien agencé, on sentait que c'était un cerveau, quoi. Vous voyez, j'ai revu récemment Le Limier de Mankiewicz. Comme ça, il y a des cinéastes qui sont des cinéastes du cerveau, Nolan aussi. Et Kubrick, c'est particulier. Mais c'est vrai que ce qui était marrant, c'est que je le suivais plutôt de dos, quoi. Je le voyais pas de face dans mon rêve. Je voyais un peu ses cheveux noirs, sa calvitie un peu. Mais surtout, c'était que voilà, il était dans son monde et on sentait que son monde prenait une certaine direction. Et que cette direction, elle était sûrement exploratoire, mais qu'elle n'était pas droite-gauche. Elle était... Quand je suivais dans les escaliers, etc., on sentait que son environnement avait été bâti avec des choses assez claires. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était assez marrant de pouvoir laisser une trace sur ma chaîne de ça. Je sais pas vous, quel est votre rapport au rêve. Parfois on fait des rêves comme ça et si on les note pas ou si on les oublie. Puis parfois ils reviennent. On se dit dans notre tête, ah ouais, j'avais rêvé de ça. Donc voilà. Je crois que c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette vidéo. J'ai en même temps pu faire ma vaisselle, donc c'est super. Comme vous avez pu l'entendre à ma voix, je suis objectivement un peu fatigué ces temps-ci. Je dois le reconnaître. Donc je fais attention à moi, voilà. Je peux pas faire plus ces temps-ci. Entre les candidatures que je fais, le dossier MDPH, les médecins, je peux pas faire plus. Je sais que je peux pas faire plus. Donc voilà. Mais je sais pas, tout d'un coup, ma copine est partie, j'avais un bout d'espace pour moi. Et j'ai été pas mal chez mes parents ces temps-ci. Je sais pas, j'ai tout d'un coup eu envie de refaire une vidéo, un peu comme avant. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, comme d'habitude, je vous remercie tous et toutes. Je vous dis à bientôt. Merci d'avance pour tous les gestes que vous pouvez faire ou souhaitez faire pour la chaîne. Et je vous dis à plus. Salut!